Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Stade Afrique, bienvenue dans Sport Palabre. 2 mois déjà que l'Algérie trône sur le foot africain grâce à son parcours quasi sans faute et sa victoire lors de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La fête fut belle et dans l'ensemble parfaitement réussie. En apparence, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais en coulisses, cette CAN retirée au Cameroun au dernier moment, cette CAN jouée en été et à 24 équipes pour la première fois. Cette CAN qui voit un tout nouveau président de confédération imposer son style et son autorité, est-elle synonyme d'un nouvel élan pour le foot africain ou le point de départ de crispation, règlement de compte et guerre de pouvoir entre les fédérations? On en parle juste après ça avec des vrais spécialistes. Quand je disais vrai spécialiste, je ne me suis pas trompé puisque j'accueille une fois de plus et avec grand plaisir mon ami Lassana Camara. Bonjour Lassana. Bonjour Laurent. Lassana, Mauritanie Football. J'accueille monsieur Richard Nahar. Bonjour Richard. Bonjour Laurent. Richard, africafoot.fr. Africafoot.fr. Ouais. Notre journaliste insider, celui qui sait les choses. Je sais pas mal de choses, mais Vous allez les garder pour l'émission. Et pour la première fois, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qu'on ne présente plus. Si je vous dis le spécialiste, l'équipe du soir, monsieur Hervé Penaud. Eh bien, enchanté. Bonjour à vous déjà. C'est un plaisir d'être ici. Oh, Hervé Penaud du journal L'Équipe, bien sûr. Alors, je vais parler à des vrais journalistes, puisque je vais me tourner vers vous, Lassana et Hervé. Vrais journalistes, Richard, puisque ces messieurs étaient en Égypte lors de la CAN. Lassana, si je vous demande, là, comme ça, 2 mois après, qu'est-ce que vous retenez de cette CAN? Qu'est-ce qui vous revient, là, tout de suite, c'est quoi? Les surprises, parce que c'est la première fois qu'on voit une CAN à 24 dans un pays militaire et un pays comme le Madagascar qui flambe, un pays comme le Bénin, des petits nouveaux qui viennent faire des étincelles. On a vu une CAN réussie sur le plan technique, sur le plan sportif, mais les pelouses sont bonnes, mais on n'a pas vu de public à des alors Lassana, il nous a fait le conducteur d'un seul coup. Hervé, vous, qu'est-ce que vous retenez? Le souvenir principal sera quand même la victoire de l'Algérie, dans une ambiance ultra festive. Il ramène quasiment 20 000 personnes pour une finale. Et puis une équipe qui a dominé le tournoi, qui a été présente d'entrée. Donc allez, je resterai quand même sur la finale, sur ce bon moment. Et puis la petite déception du Sénégal qui n'a pas pu aller au bout, et qui ne gagne toujours pas. Alors Richard, j'ai été dur avec vous parce qu'en fait... La vérité, c'est que Richard n'était pas en Égypte parce que Richard avait préféré rester avec nous pour nous accompagner sur After CAN tous les soirs en direct après le dernier match. Richard, on a passé tout l'été ensemble quasiment. Ouais. Vous, qu'est-ce que vous retenez de cette CAN? Moi, je retiens que cette CAN, c'est d'abord la plus prolifique parce qu'avec 102 buts... oui, mais plus d'équipes aussi. Plus de matchs. Oui, plusieurs matchs. C'est ce que je dis, c'est la plus prolifique jusqu'à présent, puisque c'est vrai que le nombre de matchs a augmenté, mais il faut aussi dire que le premier tour a été aussi le plus prolifique, parce que en 2017 au Gabon, on était à 16 équipes, mais on avait une moyenne de 42 buts, et pourtant, pendant cette CAN, au premier tour, on avait déjà 56 buts. Ça veut dire qu'en fait, elle s'annonçait déjà prolifique. Et pour moi, je pense que l'attaque a primé. Et on oublie aussi que aujourd'hui, la CAF a tellement évolué que les arbitres, on n'en parle pas beaucoup. Mais on va en parler, Richard. Oui, pour moi, c'est ça qui m'a marqué. On a moins parlé des arbitres dans cette CAN. Hervé, on a dit de cette CAN, j'ai lu à droite à gauche qu'elle ça avait été une édition très relevée. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Je pense qu'elle était d'un bon niveau, liée d'ailleurs à la qualité des terrains, parce que ça change déjà beaucoup de choses quand vous pouvez jouer dans des bonnes conditions. On est obligé. Bravo, chapeau évidemment à l'organisation. Et alors juste, je voulais dire quand même, il y a eu plus de matchs aussi au premier tour, donc évidemment il y a plus de buts que la fois précédente, que les fois précédentes. De fait. Et non, franchement, sur ce plan-là, réussi. Et puis, moi qui étais quand même très circonspect sur une CAN à 24 équipes, finalement, j'ai un peu retourné mon chapeau. On va peut-être parler un peu plus développer sur cette histoire de CAN d'été plus à 24, parce que ça nous a permis quand même de vivre des moments d'émotion très intenses. Et c'est lié aussi à ça. On a parlé des petites équipes. Lassana a parlé des petites équipes qui ont réussi des coups incroyables. Évidemment, on ne les attendait pas là, mais c'est ce qui a donné aussi du charme, de l'émotion à cette Coupe d'Afrique des Nations. Madagascar, Bénin,
etc. Donc au final, je trouve que le jeu était intéressant. On a vécu des moments d'émotion, quelques matchs évidemment inintéressants, mais comme partout, comme toutes les grandes compétitions, mais ça fait partie du jeu. Mais là, Alfana, à la différence des Coupes du Monde ou même dernièrement la Coupe du Monde féminine avec le 13-0 des États-Unis, on n'a pas eu de déséquilibre total entre deux équipes avec des scores fleuves. Parce que les pelouses, comme c'est des bonnes pelouses, non, mais en France aussi, les pelouses au niveau des entraînements, tout ça. Mais en Afrique, on n'a pas l'habitude d'avoir des pelouses magnifiques comme ça. Hervé était là, les pelouses à l'entraînement, sur le terrain, c'était magnifique. Donc les techniciens, ils avaient la main pour bien mettre en place contrôler le ballon, mais le plan d'attaque. Donc du coup, on a une canne relevée, une canne à 24, comme dit Hervé, c'était la première fois, on avait des a priori, et là, on voit que le format est bien marié. Alors oui, il y a eu des équipes qui ont été un peu en difficulté quand même, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde déjà est bien préparé, en général physiquement. Alors, ça, on va y revenir. Il y a une personne que j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques jours, qui est Fodé Koita, qui est un international guinéen, et Fodé a participé à la CAN, et je lui ai demandé justement si lui aussi avait trouvé que cette CAN était plus relevée qu'à l'accoutumée, même si c'était sa première, on l'écoute. Vraiment tendance à toujours stigmatiser les Coupes d'Afrique avec un jeu assez rugueux et beaucoup de fautes et justement pas assez technique. Et pour ma part, moi, pour ma première expérience, j'étais vraiment agréablement surpris à travers justement le travail tactique que certaines nations pouvaient avoir. Et j'ai trouvé vraiment un niveau assez homogène. Tu vois, il n'y avait pas vraiment une équipe qui a vraiment pris le dessus sur les autres. Et j'ai trouvé que cette CAN, à ce niveau-là, c'était vraiment intéressant. Parce que comme une équipe comme Madagascar, au-delà de la surprise, il y avait vraiment un travail derrière et vraiment une cohérence dans ce qu'il faisait. Donc pour moi, j'étais très agréablement surpris. Richard, là, quand on écoute Fodé qui dit qu'il y avait, sans parler de Madagascar, on reviendra sur Madagascar, il dit que les plans de jeu, les équipes étaient préparées. Est-ce que effectivement les équipes étaient beaucoup mieux préparées? Pourquoi elles sont mieux préparées? Pourquoi la tactique? Pourquoi la condition physique? Est-ce que ça a un lien avec le fait qu'elles se jouent en été, à votre avis? Non, mais c'est clair, parce qu'il faut dire que la CAN était mieux préparée parce que déjà, les joueurs, la plupart, sont des gens qui sont des joueurs professionnels. Et donc, ils sortaient d'une précédente aussi. Oui, mais ils sortaient d'une compétition. Ils sortaient d'une compétition où ils étaient d'une fin de saison, c'est vrai, elle était harassante, mais ils avaient encore le rythme. Et c'est pour ça qu'ils ont peut-être 2 ou 3 semaines de coupure entre la fin de leur championnat et le début de la CAN. Donc, ce qui fait que... Même Sadio Mané? Mais bien sûr, puisqu'il sortait. Sadio Mané. Il joue la Ligue des Champions. Mais il joue la Ligue des Champions. Mais la différence, en fait, moi. On parle d'un joueur. On parle d'un seul joueur. Mais maintenant, moi, au-delà de tout, il faut quand même dire que tout le monde était circonspect au vu du fait que la CAN se joue à 24, en disant non, les jeux vont être épuisés. Mais on avait l'impression que c'était pas le cas. Et toutes les équipes se tenaient. Moi, j'ai jamais vu un match, même le Cameroun, qui a gagné 2-0 contre la Guinée-Bissau, était en difficulté. C'est vrai que, mis à part l'Algérie, l'Égypte, qui ont dominé presque le premier tour parce qu'ils n'ont presque pas encaissé de but, moi je pense que toutes les équipes se tenaient. Quand tu regardes un match comme Bénin, je me souviens plus, Bénin-Ghana, et le Ghana, à un moment, ils mènent, parce qu'après que leurs joueurs soient sortis, ils menaient, et le Bénin a égalisé. C'est des choses que, avant, dans des scans, c'était impossible d'avoir, puisque le premier qui marquait, il a gagné le match. Oui, le premier qui fermait la boutique. Mais même après ça, le Ghana a ouvert le jeu, ils ont joué leur jeu, et moi je trouve que aujourd'hui le football africain a changé. Il n'y a plus de grandes, il n'y a plus de petites équipes. Hervé, vous êtes d'accord avec ça? Par rapport aux autres éditions, le jeu était plus ouvert? Ça a été plus ouvert, ça dépend des équipes, c'est toujours pareil. Il y a des équipes qui ont été quand même très défensives, parce qu'elles jouaient aussi leur peau. Mais ce qui se passe, on l'a souvent vu quand même dans des CAN, des premiers tours à surprise. C'est pas la première fois qu'on connaît des surprises. Alors là, le fait d'avoir 24 équipes, ça demande des préparations d'équipes, parfois pour être au top,
8e, quart de finale, physiquement. Je veux dire, donc ça fait que les surprises peuvent arriver jusqu'au 8e. C'est quand vous arrivez à partir des quarts, ça devient ultra compliqué de faire une surprise. Les demi, c'est toujours pareil. Mais pour tous les gros tournois au monde, donc c'est déjà arrivé, on a déjà connu des grandes surprises dans la Coupe d'Afrique des Nations. La Zambie a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, quand même, il ne faut pas l'oublier, et personne n'aurait imaginé qu'elle allait gagner. C'était pas il y a 50 ans, hein. C'était en 2012. Donc il y a toujours des surprises possibles, des aménagements, et puis même le Cameroun qui va en finale en 2008, personne ne s'y attend à cette époque-là, parce que c'était pas le Cameroun, on ne croyait pas. Le Cameroun qui gagne la CAN en 2017, je regrette. Celui qui me dit ça avant le début de la compétition, je dis, non, Richard, c'est un sacré pari. Richard peut vous le dire. Je ne connais pas beaucoup de journalistes camerounais, ils nous écoutent certainement. L'une des seules personnes à voilà, il l'a dit. Qui croyait. Le Cameroun en 2017, même les joueurs camerounais ne croyaient pas. Mais parlons de 2019. Si je vous dis que... Alors, on va parler d'un des événements de cette CAN, c'est le fait qu'elle se joue en été. Donc c'est la première fois qu'elle s'est jouée en été. Plein de gens, moi le premier, on a déjà fait des émissions, la Sana on en a fait, où on se posait la question comment les joueurs vont pouvoir faire avec les chaleurs, fin de saison harassante pour certains et tout. Mais en fait, par rapport à ce niveau technique, on peut se demander si, à la différence des années précédentes où les joueurs de valeur, les grands joueurs, n'ont pas joué plus libre qu'ils ne jouaient avant, de peur de se péter par rapport à leur club, de peur de la pression des clubs qui les empêche, ah ouais, tu reviens, essaie de jouer le moins possible, s'ils sont éliminés au premier tour, c'est mieux. Là, est-ce qu'ils n'ont pas joué plus libre? Est-ce qu'ils n'ont pas abordé, appréhendé la compétition d'une autre manière, peut-être plus professionnellement, Hervé? Ah, certainement plus libre, oui, parce qu'on sait quand même, alors on parlait du Cameroun 2017, il y a plein de joueurs qui n'étaient pas allés parce qu'ils avaient de la pression de leur club. J'en ai parlé avec Onana, et quand dans un club vous avez la possibilité de titulaire à l'Ajax, à un moment on dit je ne peux pas laisser passer ma chance, alors que ça se trouve après je reviendrai, je serai sur le banc. Donc à un moment il fallait faire quelque chose. Et le fait de passer en été, évidemment, alors attendez, c'est pas une solution idéale, on sait que ça va être un problème au Cameroun, hein. La saison des pluies, on sait que c'est très compliqué là-bas, on a vu un peu ce qui s'est passé cette année en juin-juillet, du côté de Douala et d'Yaoundé. Oui, mais ça c'est aussi une question, ça exclut de fait, ça exclut des équipes pour réceptionner par rapport aux chaleurs, pour accueillir. Il y a des pays où il sera impossible de jouer au mois de juin. Non, mais l'Égypte, c'était quasiment le maximum. Hein. L'Égypte, c'est quasiment ce que vous pouvez faire de plus dur, avec peut-être en Maroc, il peut y avoir aussi des températures à Marrakech très chaudes, mais enfin, quand vous avez plus de 40 degrés en Égypte, on peut guère faire plus. Simplement, je pense, malheureusement, parce qu'il faut penser aux joueurs dans ces cas-là, je pense que c'était la meilleure solution pour les joueurs. Donc, c'est la moins mauvaise des solutions qu'on pouvait prendre, que pouvait prendre la CAF, parce qu'effectivement, il y a des défauts dans la cuirasse. Mais d'un autre côté, en janvier, ça a posé trop de problèmes. Beaucoup de joueurs africains maintenant jouent dans des clubs européens. Beaucoup sont des joueurs clés. Ils ont une pression maximale de la part de leurs employeurs. C'est une contrainte liée au club en Europe, effectivement. Mais de temps en temps, c'est pas un combat qui, à mon avis, à mener. Il y a beaucoup d'autres combats africains à mener sur le football, ça, et des tonnes et des tonnes. Mais en revanche, celui-là, il fallait aussi écouter un peu les joueurs. Et c'est ce qui a été fait. Je crois qu'on ne pouvait pas faire autrement. Avec les défauts, évidemment, que ça peut entraîner. Richard, on a vu des matchs à 16h qui n'étaient pas... la chaleur, elle a été difficile quand même. Oui, à chaque fois, je pense à la Coupe du Monde au Mexique en 82, c'était à Guadalajara. Oui, bien sûr. Mais il faut dire qu'en Afrique, la plupart du temps, il fait chaud. Oui, mais les joueurs, les joueurs, la plupart, ils jouent en Europe. Oui, c'est vrai. Les corps s'adaptent et se réadaptent. C'est-à-dire qu'il faut dire, la preuve, c'est que la CAN s'est jouée malgré toutes les chaleurs. Parce que j'ai des confrères qui me disaient, franchement, moi, des fois, j'avais même peur de sortir parce que c'était harassant, la chaleur était harassante. Malgré tout ça, on a eu une belle qualité de jeu et on a eu, et heureusement aussi que la CAF n'avait pas mis les rencontres à une heure comme 14h ou non, 16h. C'est impossible. Oui, d'ailleurs, ils ont décalé légèrement. Ils ont décalé, ils ont été intelligents à ce niveau. Justement, comme Hervé le disait, les problèmes qu'on n'a pas eus en Égypte, on les aura au Cameroun. Parce que la CAN, en juin-juillet, prions Dieu que le climat, comme on dit, prions Dieu que le climat ne change pas, mais à Douala, à Yaoundé, Bafoussam et toutes les villes sélectionnées pour la CAN, il va faire une pluie diluvienne. Sérieusement, ça c'est une des mesures où il faut franchement alerter la CAF parce qu'il
ils ont pris une décision. Non, mais s'il faut l'alerter, la CAF, il y a un problème. Oui, ils le savent. Et n'oublie pas quand même qu'il y a toujours eu des compétitions en Afrique en juin. Non, parce que j'ai l'impression qu'on découvre aujourd'hui qu'on peut jouer en juin. Mais juin, il y a toujours eu des matchs en juin. Toujours. Pas le côté condensé, effectivement, d'une CAN avec des matchs, la répétition des matchs, mais il y a eu la Ligue des Champions, il y a eu des matchs éliminatoires de CAN, de Coupe du Monde, etc. Des éliminatoires. Moi, je pense que la CAF a réglé une partie du problème en mettant le calendrier de la CAN à des standards internationaux avec la Coupe du Monde. Standards internationaux, c'est quoi? C'est-à-dire que la Coupe du Monde, ça se joue au mois de juin, l'Euro, ça se joue au mois de juin, la Copa América, ça se joue au mois de juin, et nous aussi, si on joue au mois de juin, on planifie le calendrier. Et donc, ça résout ce problème-là entre le joueur et le club. Non, Lassana, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on doit s'adapter quand tu fais une compétition, tu dois t'adapter au climat qui est le mieux à ce que le footballeur, au footballeur. Parce que je prends un exemple. Richard, dès l'instant où on a une CAN avec il y a certains pays africains qui ne peuvent pas organiser la CAN. Donc cette histoire de température, de climat est réglée déjà avec ça. Lassana, je dis, la CAF, au lieu de protéger le joueur, l'a plutôt exposé. Moi, je dis encore, quand un joueur va glisser dans un stade, quand il va pleuvoir, il va se faire mal, il va avoir une double fracture des ligaments croisés. Vous allez réfléchir par 2 fois. Non, mais... juste une chose. On n'est pas là, on joue en Europe. Il pleut tout le temps. Les joueurs, ils ont l'habitude de jouer quand il pleut, Richard. L'histoire de la CAN à 24, ça a réglé un problème. C'est qu'il n'y a que le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud qui peuvent organiser désormais la CAN. Même le CAN 2021 au Cameroun, c'est sujet à cause... On garde le meilleur pour la suite. Parce que là, tu vas l'énerver. Regardez déjà... Hervé, je rebondis sur ce qu'est en train de dire Richard, parce qu'en même temps, j'y pensais. Est-ce qu'une organisation doit adapter sa compétition au pays qui reçoit? Ah non, malheureusement. Et la FIFA avec le Qatar mais justement. Alors, ils l'ont fait, effectivement, mais des années auparavant, ça c'est la grande différence. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte d'une chose, vous faites comment pour vos éliminatoires? Si vous décidez maintenant que c'est en janvier 2021 qu'aura lieu la prochaine CAN, mais il va falloir condenser les éliminatoires, c'est long des éliminatoires CAN. Puis il y a des éliminatoires partout, Coupe du Monde, éliminatoires CAN, etc. Donc c'est compliqué à faire. Alors, là, c'est l'adaptabilité au Qatar, c'était un peu un cas à part, parce que moi j'ai toujours pensé que c'était dans les tuyaux avant. C'est-à-dire qu'on avait dit, de toute façon on ne peut pas jouer l'été, il n'y a pas de possibilité, parce que là, le Qatar c'est pire que l'Égypte. Parce que moi on m'a parlé de gens d'Arabie Saoudite qui venaient en vacances en Égypte pour avoir un peu de chaleur, donc de fraîcheur. Donc vous imaginez un peu ce qui peut se passer là-bas. Donc évidemment, ça c'était un peu en sous-main. Alors, pour ça, je comprends. Mais en revanche, la difficulté sur des compétitions comme la CAN, c'est alors vous allez dire maintenant au club européen, alors vous achetez des joueurs sur les 3 prochaines années, mais on ne vous a pas dit finalement que vous n'allez pas les utiliser pendant 2 mois. Parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas achetés dans certains clubs à cause de ça. Il faut bien le savoir. Oui. Et eux, mine de rien, c'est leur gagne-pain. Est-ce qu'il n'y a pas trop, Richard, est-ce qu'il n'y a pas trop de football? Est-ce qu'il n'y a pas trop de compétition? Est-ce qu'il y a, il n'y a que 365 jours dans une année? Oui, mais comment on fait? C'est le foot business. Hein. Laurent, il faut se dire une chose. La FIFA, l'UEFA, la CAF, ils vivent de ça. C'est leur pain quotidien. Et la CAF, attention. C'est leur pain quotidien. Il y a plus de football, ça ne gêne pas plus que tout, mais je pense qu'au-delà de tout, on doit privilégier les acteurs. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la CAF devrait s'adapter. Richard, tu veux que la CAF s'adapte à des pays qui ne veulent pas organiser la CAN? Comment tu dis que la CAN ne va pas... La CAN, désormais, c'est à 24 équipes. Oui. Cite-moi le nombre de pays qui peuvent organiser une CAN à 24. Le Nigeria, le Ghana. Nigeria n'a pas de stade, Ghana n'a pas de stade. Non, tu peux... Moi, Lassana, je suis désolé. Lassana, je suis désolé, tu ne peux pas rester en France et décider de voir ce qui se passe ailleurs. Je te rappelle que le Nigeria est l'un des pays en Afrique qui a le plus d'infrastructures sportives. C'est vrai qu'on ne les entretient pas, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Non, mais c'est sont pas entretenus et on ne joue pas. Non. La seule chose dans ton raisonnement, qui se tient moyennement, j'allais dire, c'est que tu dis, le premier pays que tu as cité, c'est le Cameroun. Oui. Que je sache, ils n'ont pas accepté que l'épreuve se joue en 2019, parce que justement, c'était pas prêt. Je ne dis pas qu'ils ne seront pas prêts en 2021, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'était pas le cas. De toutes les façons, Hervé, moi, je suis un peu gêné parce que vous êtes en train de parler d'un pays
dont vous n'avez pas touché les réalités. Moi, je me tue tous les jours. Vous parlez de quel pays, Richard? Le Cameroun. Mais on ne parle pas du Cameroun. On n'en a pas encore parlé. Attendez. Okay. On va en parler. Non, mais alors, il m'a demandé de citer des pays. Lassana, l'Afrique, il ne faut pas la négliger. Moi, j'étais chez toi en Mauritanie. J'étais ébloui. C'est vrai. Non, Richard, tu ne peux pas dire, une fédération qui travaille où il y a 2 stades dans un pays qui peut organiser une CAN à 24. Ce n'est pas seulement les stades, c'est les infrastructures hôtelières, il y a tout qui va. L'Égypte, ils ont mis la barre tellement haute qu'il y a que, pour l'instant... Richard, stop. Vous me lancez justement sur quelque chose, Lassana. Ils ont mis la barre tellement haute. D'abord, il faut rappeler qu'ils ont réussi à organiser cette CAN en 6 mois. 6 mois. Oh, mais les infrastructures étaient déjà là. Oui. Faut pas. Oh, il y a eu du boulot. Ne soyez pas de mauvaise foi, Richard. Non, les infrastructures étaient déjà là. D'accord. Et en plus, je vais vous dire, si vous remarquez bien, dans tout le décor, les stades, il y en a qui étaient pourris. Mais on a préféré, sur la piste d'athlétisme, mettre des tapis bleus. On s'en fout, on ne joue pas sur les pistes. On ne joue pas sur la piste d'athlétisme. Non. Mais pour faire beau. Parce oui, mais au moins, il y avait des stades et ils ont pu au moins faire beau. Non, en 6 mois, il y a eu un travail énorme qui a été fait, que le Cameroun n'a pas pu faire pour 2019. Voilà. Lassana, pour revenir sur ce qui nous concerne aussi, concernant l'Égypte, au niveau des médias, des journalistes, comment c'était? Est-ce que vous aviez liberté? Est-ce que c'était beaucoup de sécurité? Comment ça a été géré? Parce que ça aussi, la sécurité, ça a été un moment où on s'est dit comment ils vont faire pour pouvoir gérer ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a joué dans un pays militaire, ce n'est même pas un pays policier. Le premier match, le match d'ouverture, il y a des journalistes qu'on a arraché leurs ordinateurs. Il y en a même le stylo, on te dit tu ne rentres pas avec le stylo. Donc il fallait des interventions. On a mis 4 heures, 5 heures de temps pour rentrer au stade. Hervé, il était là. Donc au début, c'était très compliqué. Il fallait qu'il y ait beaucoup de plaintes au niveau de la CAF, au niveau des médias, pour qu'on laisse les médias travailler un peu. Alors, tous les médias, ou il y a des médias, par exemple, Hervé, vous travaillez pour un média qui est quand même Capignon sur rue. Oui, non, il n'y a pas de choix. Quand vous arrivez en Égypte, que vous soyez de n'importe quel média, ça ne change absolument rien. Alors moi, je serais un petit peu moins dur. Quand même, ils savent, pas vraiment. Je serais un petit peu moins dur que Lassana sur ça, parce que moi, j'ai pas eu beaucoup de soucis. En revanche, les médias, ils s'en foutaient complètement. Pour ça, je suis tout à fait d'accord. Salle de presse scandaleuse, toute petite, où si on ne venait pas 2 heures ou 3 heures avant, on n'avait aucune chance pour pouvoir trouver une place. Plein de choses qui étaient très mal organisées de ce côté-là. En revanche, sur la compétition elle-même, puisqu'on va parler, là on ne peut pas dire ce qu'ils ont fait quand même en 6 mois, et j'en parlais à Tanou, journaliste guinéen qui travaillait pour la GAF, il m'a dit si tu avais vu par exemple le stade de Suez en janvier, parce qu'il l'avait vu à l'époque en janvier, et ce qu'il voit en juin, le jour et la nuit. Donc il y a quand même eu un travail de fond fait pour mettre en place ces infrastructures. Sur les médias, Hervé, c'est pas pour faire du corporatisme, non, un petit peu quand même. Hein. Non, du tout, non. Est-ce que, en fait, pour que la CAN, la CAF, tout le monde y trouve son compte, l'Égypte et tout, on a besoin des médias. Qui dit médias dit annonceur, qui dit visibilité dit argent, dit possibilité, moyens. Quand on se retrouve dans cette situation où les médias en fait sont considérés non pas par rapport à leur travail de journaliste, mais comme éventuellement apporteurs d'affaires et visibilité dans le monde entier. On reproche toujours à la CAN d'être la compétition du pauvre, la petite compétition que personne ne regarde à part les personnes concernées et les supporters. Pourquoi on n'en fait pas plus? Pourquoi on ne permet pas plus aux annonceurs d'être présents? Pourquoi c'est pas même la couverture médiatique, elle est assez minime? Pourquoi on se retrouve dans ce cas de figure? Ah non, il y a médias et médias. Il y a les médias qui payent pour avoir les droits. Je pense à Bein, je pense à Canal sur place, en Afrique, etc. Donc, eux, il y a une couverture, une excellente couverture, avec la possibilité de faire des interviews bord terrain, avec plein de choses. Je pense, de toute façon, tout est géré en amont. L'histoire de l'argent, du côté de Lagardère et du côté de tous les gros distributeurs, eux, ils gèrent tout ça. Ils ont eu des sponsoring comme il y a rarement eu. Ils ont de l'argent à foison. Non, de ce côté-là, on peut dire que la CAF a bien géré son affaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on passe des fois à 24, ça permet aussi de... Est-ce que c'est aussi le fait qu'elle soit diffusée en été? Ça, c'est un avantage, parce qu'au mois de janvier, par exemple, on parle des championnats européens. En général, ça tourne beaucoup, évidemment, sur l'Europe. Je ne parle pas sur l'Afrique. Sur l'Europe, bien évidemment, qu'il y a les championnats en place, les gens sont intéressés par leurs équipes nationales. Même dans les pays africains, on regardera plus facilement un Chelsea contre Manchester United qu'un Angola contre, etc. Donc ça veut dire que là, d'un seul coup, vous avez une plage où il n'y a plus de matchs. Alors, il y a eu la Coupe du Monde féminine, un petit peu, et puis il y a la Copa América avec des horaires, oui, tout à fait, avec des horaires un peu spéciaux évidemment pour les gens qui vivent un horaire comme en Afrique ou comme en Europe. Ça veut dire qu'effectivement il y a vraiment,
Je pense qu'en termes d'exposition, c'est pas mal. D'ailleurs, je crois que la finale a dû être retransmise en clair sur C8. Donc qui a fait un très bon score, plus d'1 million de personnes. Voilà, donc ça veut dire qu'il y avait vraiment quelque chose. Et je pense que dans tous les pays du monde, ceux qui adorent le foot, ils attendent. C'est la période des transferts. On attend les transferts, et puis on se dit tiens, je vais regarder Sadio Mané, je vais regarder Mohamed Salah, je vais regarder etc. Pour terminer la première partie, oui, Richard, ce que Hervé disait tout à l'heure, moi j'ai rarement vu en France, parce que jusqu'à RMC, excusez-moi du peu, il donnait les résultats des matchs de la veille, pendant le journal. Moi, j'avais jamais entendu ça, parce qu'il faut dire que la CAN aujourd'hui, ce n'est plus, c'est devenu c'est devenu attrayant, parce que le nombre d'Africains qui sont en France, ils ont compris que il faut gagner des parts de marché de ces gens-là, puisque moi, si je n'avais peut-être pas regardé le match la veille, je me connecte sur. Non mais vous c'est un cas particulier, Richard, vous étiez avec nous. Oui, je prends pas. Messieurs, on termine la première partie et on saura pourquoi ça a marché en deuxième partie. Richard, je suis désolé. Bonne nouvelle pour tous les passionnés de sport, l'application Stade Afrique est enfin disponible. Où vous voulez, quand vous voulez, l'application Stade Afrique vous permet de suivre tous vos programmes en direct ou en replay. Sans oublier le meilleur des actualités sport Afrique à travers notre fil d'infos, ainsi que toutes les diffusions de vos programmes préférés sur notre grille de programmes. Stade Afrique, c'est aussi la possibilité de contacter directement vos animateurs favoris, tous les jours à toute heure, regarder Stade Afrique en live gratuitement, accéder au replay complet de nos meilleurs programmes, toute l'info sport Afrique gratuite dans l'application Stade Afrique. Stade Afrique, l'application toujours plus proche de ses téléspectateurs. La nouvelle application Stade Afrique, c'est simple, c'est gratuit, alors n'attendez plus, téléchargez-la dès maintenant sur l'Apple Store et Google Play. Stade Afrique, on aime le sport, on aime l'Afrique. Sport Palab, deuxième partie, Cannes 2019, le bilan, toujours accompagné de Richard Nah en pleine forme, Lassana Camara qui a des arguments et la sagesse, Hervé Penaud. Peu de sagesse, ça fait pas de mal dans un monde de brut. Messieurs, juste une chose, on va retrouver Fodé Koita qu'on avait vu en première partie et pour revenir un petit peu sur ce qu'on a dit en première partie, je lui avais posé la question, que représente la Cannes pour les stars du foot ? Est-ce que, comme on a dit, est-ce que c'était une contrainte de jouer en hiver ? Et je lui ai posé la question et voilà sa réponse. Ça représente quelque chose de beau parce que c'est une ferveur, c'est vraiment un engouement exceptionnel. Quand on vit la chose de l'intérieur, c'est quelque chose de différent. Moi, j'avais pour habitude de la vivre un peu de l'extérieur et de supporter justement les différentes équipes africaines de l'extérieur. Et là, j'ai vraiment vécu l'aventure de l'intérieur et c'est vraiment quelque chose de fort. Quelque chose de fort, c'est vraiment la fête africaine, c'est vraiment un engouement incroyable. Donc pour une star, venir représenter son pays et justement pouvoir aider un pays à justement oublier les soucis du quotidien et pouvoir amener cette coupe-là, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que l'Afrique, c'est une compétition totalement différente. Les niveaux que tu peux jouer en Europe et les matchs que tu peux avoir en Europe, c'est arriver en Afrique, c'est totalement différent. Les joueurs à qui tu rencontres, les conditions extérieures, toutes ces conditions-là, ça met la compétition un peu spéciale. Donc c'est très difficile de s'imposer. Quand on remarque, c'est pas toujours facile, même pour ces joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs du monde. Ils arrivent en Afrique, c'est difficile. Donc, on l'a compris, pour Foda, c'était véritablement une fête. Est-ce que, Hervé, selon vous, selon le degré de starification du joueur, il y a une façon différente d'appréhender la CAN ? Est-ce qu'il y en a pour qui c'est plus compliqué pour d'autres ? Je vous pose cette question. J'ai eu la chance de recevoir Philippe Doucet il y a quelques temps, avant la CAN, et il me disait que lui était au tirage au sort avec Aliou Cissé. Et au contraire, il avait vraiment le sentiment que ça représentait de plus en plus quelque chose pour tous ces joueurs. C'est énorme pour les joueurs africains, il faut bien s'en rendre compte. Tous autant qu'ils soient. Alors, je ne dis pas que dans le lot, vous avez peut-être quelques joueurs, peut-être binationaux, qui n'ont jamais vécu l'engouement dans un pays, ou qui parfois n'ont jamais mis les pieds dans leur pays, qui ne se rendent pas tout à fait compte. Mais quand vous avez mis les pieds dans le pays, c'est fini. Vous avez tous les joueurs nés en Afrique, qui ont même fait une formation d'Afrique. Prenons Samuel Eto'o, début des années 2000, il fait ses premières cannes. C'est un truc exceptionnel. Ils ont un amour du maillot incroyable, mais c'est comme les Français, quand ils font une Coupe du Monde, ils la gagnent. Et tous les joueurs vous disent finalement que l'amour du maillot de l'équipe nationale est quasiment plus fort que celui du club. Pourtant, ça a été souvent un sujet polémique, ça.
Oui, mais après, ce sont des analyses qu'on fait après coup en disant ils n'ont pas été bons parce qu'ils n'aiment pas le maillot. Mais parfois, c'est pas tout à fait le cas. C'est plus des structures générales qui font qu'ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Mais Drogba adorait son maillot national. Ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, il n'a pas gagné la CAN. Mais pourtant, il était amoureux de ce maillot de la Côte d'Ivoire. Il a tout fait pour essayer de gagner la CAN. Eto'o, Adebayor, là je parle des grands joueurs actuels. Essien, il a toujours tout donné pour son maillot national d'équipe du Ghana. Donc tous les grands joueurs. Est-ce que vous imaginez, on parlait de la Guinée par exemple, un joueur qui est blessé à Liverpool et qui vient quand même lors de la Coupe d'Afrique des Nations jusqu'au dernier moment tenter sa chance. Pourquoi ? Parce que Deco, lui, l'équipe nationale, c'est quelque chose qui représente énormément pour lui. Donc il a envie de jouer. Et donc il faut imaginer ce que ça peut être. Et quand les Algériens sont rentrés au pays, ils se sont rendus compte que ce que c'était qu'être champion d'Afrique, c'est un truc énorme. Tous les joueurs qui ont été champions d'Afrique vous disent qu'ils ont vécu des événements invraisemblables. Alors par exemple, quand nous on est en Europe, les gens ne se rendent pas compte. Ils disent tiens, on a vu les Champs-Élysées, etc. Mais là-bas, c'est pareil. El Diouf, il vous dit quoi ? Ses meilleurs souvenirs, c'est quand il revient de la Coupe du Monde, et même quand il revient de la CAN, où ils vivent des moments incroyables, ils mettent 4 heures pour faire 10 bornes. Et ben c'est ça aussi, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est cet amour du maillot. Non, Richard, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que justement, allez, vous pourrez continuer ce que vous étiez en train de dire, est-ce que vous pensez que c'est justement cette ferveur qui a poussé Madagascar à faire le parcours qu'ils ont fait ? Mais justement, c'est comme on dit en Afrique, il faut toujours l'amour du maillot, c'est inné. Et la plupart, moi j'ai toujours le souvenir du Sénégal en 2019 là. Si vous voyez l'accueil qu'on a fait au vice-champion d'Afrique, c'est énorme. En 2017, au Cameroun, on avait bloqué toutes les routes pour attendre quand les Lions sont arrivés. On a mobilisé partout où le trophée passait, parce qu'après la victoire, l'État avait organisé un trophée tour dans toutes les villes où il y avait et le trophée devait passer. Non, mais la ferveur, on ne revient pas dessus. Mais est-ce que vous pensez qu'effectivement, ça a pu surprendre des jeunes joueurs, des jeunes équipes comme Madagascar? Non, mais justement, et qui est allé au-delà de tout. Je parle de ça pour arriver à Madagascar, parce qu'il y a des joueurs malgaches qui rêvent, qui n'ont jamais, même déjà qualifiés. Le jour où ils se sont qualifiés, ils étaient déjà aux anges. Parce que pour eux, participer à une CAN, c'était un truc énorme. En soi, déjà, c'était une victoire. C'est un truc énorme. Et la plupart du temps, ils ont passé leur temps à regarder la Coupe d'Afrique à la télé. Ils s'intéressaient plus à d'autres nations. Et aujourd'hui, c'est eux. Et il faut vous dire une chose. La plupart de tous les enfants africains qui commencent au foot, pour eux, c'est de jouer pour leur patrie. Même avant de penser à aller en Europe, jouer... déjà, je prends un exemple simple. Moi, j'ai interviewé un jeune U17 qui a gagné la CAN en Tanzanie. Il m'a dit, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour. Donc, c'est pour dire que si on va à des échelons plus bas, quand on arrive à des échelons plus hauts, c'est énorme. Lassana, vous, les Morabitoun. Morabitoun, déjà la qualification, quand ils se sont qualifiés contre le Botswana, ça a été extraordinaire. C'était un moment historique. Juste pour nos téléspectateurs qui malheureusement ne suivent pas Lassana sur son Twitter, on va redonner. C'est une erreur. C'est une erreur. Si vous ne connaissiez pas les Morabitoun, tous les matins, il y avait 12 pages. Donc je peux vous dire qu'on savait qu'ils étaient qualifiés. Hein. Donc c'était historique. Mais la CAN, pour un joueur africain, jouer une CAN, c'est la consécration. La CAN, pour un joueur africain, c'est mieux que autre chose. Même pour la Coupe du Monde, la CAN passe devant. Parce que les joueurs africains, tout le monde rêve de jouer la CAN. Et en plus, même les joueurs qui sont nés en Europe, qui commencent à découvrir l'engouement, la passion. Mais quand on voit l'Algérie en finale, 28 avions commandés pour les joueurs qui viennent, qui partent en Algérie, qui mettent 10 heures du temps pour arriver à la présidence de la République, c'est extraordinaire. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut avoir ce genre de sentiments. Et combien de joueurs se sont révélés au football ou ont adoré le football en regardant justement les grands anciens lors des CAN, en regardant sur un petit poste de télé, parfois dans les villages, etc. Donc ça il faut garder cet engouement-là. Il ne faut pas que le gigantisme dépasse tout ça et écrase ses rêves d'enfant, mais je n'y crois pas. Alors, pour en finir avec Madagascar, parce qu'il fallait quand même qu'on en dise un mot, ne serait-ce que par respect pour le parcours qu'ils ont fait, Fodé a joué contre les Malgaches et il nous en dit quelques mots. Ce qui m'a le plus impressionné chez Madagascar, c'est vraiment l'aspect tactique qu'ils ont mis dans leur jeu. Tout ce qu'ils faisaient, c'était assez cohérent avec des joueurs qui n'évoluent pas forcément au plus haut niveau, mais on a vraiment senti un travail derrière tout ça, la patte d'un entraîneur derrière tout ça, et un travail vraiment en amont qui a été fait, et ils sont arrivés dans cette compétition décomplexée, et vraiment ils ont montré des belles choses.
ils ont montré qu'ils prenaient pas beaucoup de buts et qu'ils pouvaient se montrer dangereux en contre-attaque. Donc tout était cohérent de leur part. En fait, il y avait une vraie équipe. Oui, tout à fait. Alors que pourtant, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont venus au dernier moment, quand je dis au dernier moment, sur les 6, 8, 10 derniers mois, mais avec quelques purs joueurs qui eux, avaient vécu, on pense au capitaine évidemment, qui avait vécu absolument toute l'aventure et qui a vécu à la fois les moments durs et les beaux moments. Mais ce qui est important dans cette équipe, c'est que, alors, parce qu'il faut bien se comprendre, il y a l'aspect technique, tactique qu'expliquait très bien Fodé, c'est-à-dire que les joueurs, ils sont déjà pour appliquer un schéma de jeu et puis jouer. Mais d'un autre côté, ils ont vu qu'il y avait une ferveur invraisemblable. Moi, j'étais avec eux un moment, ils recevaient des vidéos, des photos, il y a des gens qui sont venus les voir là-bas. Donc il y a eu un impact tellement énorme qu'au bout d'un moment, vous avez une telle fierté d'être malgache et de porter ce maillot que vous voulez absolument tout donner et surtout ne pas avoir de regrets. Alors, Richard, Madagascar, l'entraîneur Nicolas Dupuis, français, mais qu'on salue d'ailleurs et qu'on félicite, mais les deux finalistes, Aliou Cissé et Belmadi. Est-ce que, enfin, c'est la revanche des entraîneurs africains sur le fameux sorcier blanc? Est-ce qu'on arrive à la fin du sorcier blanc? Richard, pas 1 heure, 5 minutes, s'il vous plaît. Oui, non. Moi, je pense que chacun a sa place. Parce qu'il ne faut pas dire sorcier blanc pour dire sorcier blanc, parce qu'il y a des entraîneurs africains qui n'en valent pas la peine. Et il y a aussi des entraîneurs sorciers blancs qui n'en valent pas la peine. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le débat n'est pas à sorcier blanc ou pas sorcier blanc, c'est qui apporte des résultats. Moi, aujourd'hui, je fais un petit... J'ai parlé un peu une fois ici de Claude Leroy. Claude Leroy, c'est l'entraîneur au Cameroun qui a beaucoup... le sélectionneur qui a beaucoup apporté au Cameroun. Parce que la première fois qu'il est passé, il nous a sorti les Omambi, il nous a sorti... Et la deuxième fois qu'il est passé, il nous a sorti des Samuel Eto'o. Et moi, je pense que ça, c'est un travail... Monsieur Claude Leroy, quand il arrive dans un pays, il ne se contente pas de regarder le championnat de France pour sélectionner ses joueurs. Il va dans des contrées inestimables pour tirer des joueurs. Moi, je remercie aussi beaucoup un monsieur comme Paul Le Guen qui nous a donné Vincent Aboubakar. Paul Le Guen, quand il était arrivé, il avait fait un regroupement de 40 joueurs locaux. Il a fait un travail, il nous a sorti Vincent Aboubakar. Mais je peux prendre aussi un autre exemple d'entraîneur africain. L'entraîneur africain qui a loupé. Non, mais moi, ce qui me gêne dans l'histoire des sorciers blancs, etc., moi, j'aime pas tellement le terme. Alors, on a pu dire ça dans les années 60, 80, 90. Bon, maintenant, j'espère qu'on est sorti un peu de ce cadre-là. On prend des entraîneurs qui sont compétents. Hervé Renard est un entraîneur supra-compétent. Il a gagné 2 CAN avec 2 équipes nationales. Maintenant, on me dit, par exemple, Aliou Cissé et Belmadi sont 2 entraîneurs locaux, ce qui est absolument faux. C'est 2 entraîneurs qui ont fait de la formation. Leur formation, Aliou Cissé, c'est quelqu'un qui a fait sa formation en France. Il faut prendre des gens bons, et c'est pour ça que moi je le dis tout le temps, puis je le répète une fois encore ici, c'est-à-dire qu'il faut d'abord, dans les pays, former les formateurs. Exactement. Parce que, évidemment, qu'il y a pas, le niveau des entraîneurs sur place est moins élevé que le niveau des entraîneurs en Europe, ça c'est une évidence. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes structures, pas les mêmes compétitions, pas le même niveau de compétition, donc qui demandent une réactivité différente sur des choix de joueurs, sur des entraînements eux-mêmes. Donc évidemment qu'à un moment, il faut aussi se baser sur ce qui fait ailleurs. Donc il va falloir former les formateurs. Et quand vous formerez des formateurs de haut niveau, vous aurez des entraîneurs que j'appellerais locaux, c'est-à-dire formés sur place. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. La plupart des entraîneurs, même Keshi qui gagne avec le Nigeria, Keshi c'est quelqu'un qui s'est formé aux États-Unis. Ouais. Donc vous voyez, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime pas cette histoire de dichotomie entre entraîneurs locaux et puis entraîneurs étrangers. Mais je voudrais juste quand même un point important. Il faut aussi que dans les fédérations, on n'ait pas peur qu'on donne les moyens à un entraîneur du pays, pas nécessairement formé au pays, mais du pays, de donner les mêmes moyens qu'un entraîneur qui vient de l'étranger, parce que la couleur de peau lui donnera un avantage, par exemple, en salaire, ce qui est complètement scandaleux. Prenez Ibengue, par exemple. Ibengue. Vous savez qu'Ibengue, par exemple, il rêvait d'être entraîneur en Afrique. Il a passé ses diplômes en France, c'est quelqu'un qui était dans le nord de la France. Il a envoyé des CV partout, des lettres de motivation, rien, il n'a absolument rien. Et puis un jour, Anelka l'appelle, il dit tiens, je vais en Chine. Est-ce que tu peux être mon adjoint? Il va en Chine, pas de souci. Mais d'un seul coup, alors... parce qu'il était allé à l'adjoint d'Anelka en Chine, d'un seul coup, ça lui a ouvert des portes. Et il m'avait même dit qu'une fois, il avait envoyé une lettre à la CAF en disant « Mais si on est entraîneur noir, est-ce qu'on a le droit d'entraîner en Afrique ?» Voilà, c'est ça, à un moment, il faut faire tomber ces barrières-là. Lassana, on a félicité Belmadi et Aliou Cissé, surtout Belmadi, sur le problème des binationaux. On a dit qu'ils ont réussi
à intégrer une bonne fois pour toutes les binationaux, qu'il n'y avait plus ce problème entre les locaux, les binationaux, qu'il a su aller chercher les bons joueurs, qu'il a su faire un amalgame de tout ça et qu'il y a eu une osmose et un état d'esprit équipe et qui se battaient tous pour l'Algérie. Avec même Delors, l'Algérien, on dit Delors, l'Algérien, bien connu dans les quartiers d'Oran et d'Alger. Est-ce que c'est pas ça, en fait, surtout la compétence première de ces sélectionneurs, c'est d'avoir su faire un petit peu cette agrégation de tout ça? En fait, il faut des compétents, il faut des guerriers, il faut des entraîneurs qui s'imposent. Et qui maîtrisent, en fait, parce que même si tu es compétent, si tu n'arrives pas à t'imposer, tu n'as pas la hargne, tu n'as pas la personnalité, ça ne passe pas. Donc, Aliou Cissé ou Belmadi, c'est des entraîneurs qui ont du caractère. Pour revenir à ce que disait Hervé, il ne faut pas qu'on essaye de mélanger Européens, Africains, Noirs, Arabes, tout ça, etc. En Afrique, on a besoin de compétences. Comme tu venais de dire tout à l'heure, en Afrique, il y a certains pays, quand un entraîneur local, on le paye 1 500 €. Okay. Un entraîneur européen vient, on le paye 30 000 €. Mais entre ces 30 000 € là, le contrat qu'il a, il y a beaucoup de manigances que certaines présidents de fédérations qui sont incompétents, qui s'en foutent du football, mélangent tout vers la fin. Les résultats ne sont pas là, on accuse le sorcier blanc alors qu'il n'en est pour rien. Donc il faut qu'il y ait des compétents. À la tête de nos fédérations, il faut qu'il y ait des compétents à la tête de nos sélections. Avec ça, la mayonnaise va prendre. Il faut qu'on forme localement. On ne peut pas dire que Belmadi et Cissé, par exemple, c'est des entraîneurs locaux. Ils ont été formés en France, ils ont joué ici. Belmadi, il a entraîné en Asie, après il est venu en Afrique. Donc, ce sont des compétences qu'on a acquis ailleurs, qu'on est venu le mettre sur le terrain. Donc, il faut qu'on arrive à faire ça en Afrique. Faire confiance aux Africains. Les entraîneurs qui sont en Afrique, on peut les amener. Par exemple, la Guinée, par exemple, a signé un contrat avec la Fédération française de football, je ne sais pas s'ils s'en servent, mais de former leurs entraîneurs avec la Fédération française de football et tout ça. Donc tous les pays, avec l'Allemagne, avec la Russie, avec beaucoup de pays, si on arrive à faire confiance aux Africains, à les former, ça passe par la formation. Si on n'est pas formé, on ne peut pas former un bas. Oui, et puis il va falloir aussi qu'il y ait le respect des joueurs. Parce que malheureusement, dans pas mal de sélections, il y a les joueurs qui respectent moins les entraîneurs qui sont locaux, entre guillemets. Oui, mais ça, on note dans les grands clubs aussi, on voit si le joueur, plus on monte en niveau, si le joueur n'a pas gagné 12 Ligues des Champions et tout, les autres joueurs ne le respectent pas. C'est vrai, mais il faut sortir de ce contexte-là. Hein. Il faut aussi que les joueurs se disent pas, de toute façon, il vaut mieux que je sois entraîné par quelqu'un qui vient d'Europe, parce que là, il y a toujours ce complexe. Ça peut arriver. Attendez, moi j'ai discuté quand même avec pas mal de joueurs, effectivement. Et puis une autre chose, dans certains pays, effectivement, quand vous êtes du pays lui-même, c'est parfois compliqué. Ethniquement, j'allais dire. Oui, parce qu'on va vous dire, attention, pourquoi tu ne fais pas jouer tel joueur ? C'est parce que, comme s'il y avait des arrière-pensées. Alors que ça n'existe, les entraîneurs... C'est l'avantage de prendre des CC qui ont été formés en France, qui le savent, qui arrivent à le gérer. Et puis qui sortent de ce cadre-là. On va pas poser la question à Richard, une petite question pour vous. Dans l'équipe algérienne, donc championne de la CAN, championne d'Afrique, il y a 14 franco-algériens. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que c'est l'équipe de France qui a gagné la CAN ? Ça, c'est... Moi, je vais pas... Ça vous rappelle pas un petit truc Coupe du Monde, ça ? Oui, je ne vais pas rentrer dans ces contingences. Moi, je pense que... Non, mais j'aimerais quand même que vous me répondiez. Parce qu'on en a parlé, Richard. Je sais, pourquoi la Coupe du Monde gagnée par l'équipe de France, c'est pas l'équipe... Moi, j'ai une logique. Tous les joueurs qui vont dans des compétitions ont des passeports. Le passeport algérien, si tous les joueurs ont des passeports algériens, pour moi, ils sont des Algériens. Parce que mais s'ils sont tous binationaux. Nous tous, on a des différentes. Moi au Cameroun, j'ai des doubles cultures. On a tous des doubles cultures. Quel que soit, il y a des Français qui sont en même temps corses et qui sont. Non, mais il n'y a pas un passeport corse. Oui, je veux dire. On a tous des identités, mais il faut... je fais exprès d'être polémique et des caricatures. Moi, je vais te dire, le problème de l'équipe algérienne, c'est que le problème avec l'Algérie, c'est qu'il y a tellement de ferveur que finalement, ils oublient où est l'essentiel. Et ils ont tellement de bons joueurs qu'aujourd'hui, comme on dit souvent, la victoire a des bébés. Aujourd'hui, on parle de Djamel Belmadi en bien. Mais avant cette compétition, c'était le monsieur qui
quand il n'a pas sélectionné un joueur, on dit pourquoi il n'a pas sélectionné, parce que... C'est la vie des sélectionneurs. On en connaît d'autres. Oui, c'est pour dire qu'en fait, aujourd'hui, les sélectionneurs nationaux qui entraînent les équipes... Richard, Laurent a dit ça en rigolant, en cherchant la polémique, mais on ne peut pas dissocier la France du succès du football africain. Quand on voit cette CAN-là, il y a combien de joueurs combien de joueurs qui ont été formés en France, combien des éducateurs qui ont été... Non, mais la CAN appartient aux Africains, on est bien d'accord. Mais c'était... Mais de toute façon, tous les pays sont influencés par les autres. Oui. Alors, vous prenez en Algérie, mais il y a eu quand même pas mal de joueurs formés. Moi, je pense que le Paradou, par exemple, qui a fait un sacré boulot, quand vous avez des Ben Sebaini, des Attal, etc., vous avez des Bounedjah, des Belaïli, etc., des joueurs qui ont été formés là-bas. Après, il y a des Madjer, il y a des Marez. C'était le début, le même mot au début. Des Marez, oui, comme entraîneur en plus. Alors, il y a des Marez, effectivement, qui a joué en France, mais il est devenu aussi le Marez qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi ? Pas parce que spécialement il y a eu la France, parce qu'il est aussi parti en Angleterre et qu'il est devenu le joueur qu'il avait. L'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde, 98, c'est une équipe de France avec des joueurs formés en France, tous les joueurs, mais qui est devenue cette équipe forte et absolument incroyablement indestructible, notamment derrière. Pourquoi ? Parce que les joueurs sont partis aussi ailleurs. C'est-à-dire que vous aviez la culture italienne de Zidane, vous avez etc. Donc à un moment, le football c'est un monde qui est très large. Simplement, il va falloir que les pays africains développent leur propre championnat, parce que ça c'est capital. Parce que je trouve que, alors je parle du Cameroun, quand tu vois où est tombé le tonnerre de Yaoundé, on sait ce que c'était, ça fait un petit peu mal au cœur. C'est-à-dire que c'est là aussi, il faut aussi développer ses propres championnats, puisque de toute façon, aujourd'hui, il y a logiquement une possibilité de partir avant 18 ans, avec des championnats développés, structurés, et ben vous allez sortir des joueurs. Après, ils iront évidemment s'épanouir ailleurs. Messieurs, là justement, Hervé, on aborde la dernière partie de la seconde. C'est une passe décisive là. Ouais, super. D'ailleurs, je pense que je vais marquer. On va terminer la deuxième partie sur ça. En fait, là, on parle plus ou moins du rôle de la CAF dans son ensemble. Déjà, première chose, cette CAN réussit, on peut quand même le dire, surtout dans les conditions que l'on sait. Qui est victorieux ? C'est la CAF, l'Égypte, le président Ahmad ou c'est merci au Cameroun ? Richard. Est-ce qu'on n'a pas un peu vite oublié le Cameroun ? Ouais, le Cameroun, nanana, et hop, ça a démarré, on est passé à autre chose. Non. On a fait table rase. Déjà, la victoire, c'est l'Afrique. Pour moi, cette CAN... Ça a une bonne réponse consensuelle, langue de bois. Non, c'est la victoire, c'est l'Afrique. D'habitude, tu es un peu plus polémique. Non. La victoire, c'est l'Afrique. Non, mais qui a gagné, véritablement ? C'est merci l'Égypte d'avoir réussi la prouesse qu'ils ont fait. Merci à Ahmad d'avoir pris des risques, d'avoir su dire stop au Cameroun, avoir su tout bouleverser d'un seul coup. Parce que quand même, il fallait... ça fait longtemps que ça n'a pas bougé comme ça, là. Moi, je dirais merci à Ahmad d'avoir trouvé une solution, parce que tout le monde pensait que cette CAN-là, si le Cameroun n'organise pas, ça va partir au Maroc. Les Marocains se sont désistés, donc ils ont trouvé une solution d'avoir deux pays qui pouvaient organiser cette CAN-là. Il y a l'Afrique du Sud qui était là, il y a l'Égypte, donc l'Égypte a gagné. L'Égypte, en ayant la confiance d'Ahmad, la confiance de la CAF, a joué sa partition. On peut dire merci à l'Égypte aussi. Mais la CAF, le fait d'organiser une CAN dans un beau pays comme ça, un pays qui aura... Et avoir une CAN au mois de juin, on n'avait pas eu de problème d'arbitrage, on n'a pas eu de problème. En plus, même les stades, quand les stades étaient vides, la CAF voulait que ça soit gratuit, mais l'Égypte a dit non parce que des problèmes de sécurité. Donc je crois que la CAF a joué sa partition. Oui, ça, il n'y a rien à dire, ça s'est très bien passé. L'Égypte, je pense qu'il faut mettre en avant quand même le travail qui a été fourni par l'organisation égyptienne, puisque pour arriver à proposer une CAN dans de telles conditions, c'est du boulot. On a aussi vu la Guinée équatoriale qui a proposé aussi un peu de temps. Non, mais ça n'a pas été fait dans les mêmes conditions, il n'y a pas 24 équipes. Mais la Guinée équatoriale a fait un sacré boulot en 2 mois. Là, c'était encore beaucoup plus rapide. Non, Ahmad, effectivement, a réussi à trouver un point de chute. De force, donc là, il n'y a rien à dire. En revanche, l'interrogation qu'on peut avoir, c'est comment passer, alors que ce n'était pas au départ prévu, à 24 équipes en juin pour la première CAN qui était au Cameroun. Normalement, c'était en janvier. Ça n'aurait peut-être pas été prêt non plus. Mais il n'empêche que c'est un changement qui a été fait. Je trouve que c'est un passage en force qui, pour moi, était pas normal. Alors, éventuellement, l'été, non, c'est pas l'été, parce que quand vous êtes en Afrique du Sud, c'est pas l'été. Disons, éventuellement en juin,
Pourquoi pas en juin? Ça, on pouvait le faire parce que ça donnait 6 mois de plus au Cameroun. Mais en revanche, passer de 24 à 16, et j'ai jamais compris, ça a toujours été mon interrogation, comment les Camerounais n'ont rien dit et ont accepté ça sans rien faire. Tu sais pourquoi ils n'ont rien dit? Le Cameroun n'a rien dit parce que c'était, franchement, moi j'ai jamais compris, parce que le jour où on a changé les règles du jeu, en cours du jeu, moi j'ai écrit à un dirigeant pour lui dire, non, on doit aller au TAS. Il m'a répondu, non, on n'a pas intérêt parce que le président lui-même veut ça comme ça. Bon, ok, comme le président au Cameroun, c'est lui qui est le tout disant, il lui-même il est venu dire au peuple camerounais, on va l'organiser à 24. Mais ce qui s'est passé après, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une série de vols. C'est-à-dire que c'est incommensurable comment les gens ont détourné de l'argent pour cette CAN et qu'on n'a pas réussi. Moi, je dis toujours, au Cameroun, il y a des prisonniers ambulants qui se promènent. Parce que, sincèrement, cette CAN au Cameroun, ça m'est toujours resté en travers la gorge. Parce qu'on a une bande d'incapables qui sont là pour venir manger l'argent du peuple camerounais. Richard, cette bande d'incapables-là, elle n'est toujours pas partie. C'est pour cela que même la CAN de 2021, on n'est pas sûr de l'avoir. Je suis d'accord, mais le peuple camerounais ne va pas subir malheureusement. Ne va pas subir tout le temps les affres de ce genre de personnes. Mais je pense que, comme Laurent m'a dit, merci à qui? Merci à Ahmad. Parce que Ahmad, il a sa compétition, c'est la compétition de la CAF, c'est pas la compétition du Cameroun. S'il n'avait pas eu... Mais je pense, à mon avis, que si la CAF avait donné un peu de temps, c'est-à-dire au mois de mars, écoute, laisse-moi parler. Au mois de mars, le stade de Japoma était prêt au mois de mars. Je peux te rassurer d'une seule chose. Oui, non, mais tu ne pouvais pas organiser le Cameroun. Même aujourd'hui, on n'est pas certain. Non, c'est pas le stade de Japoma seulement. Je suis désolé. Avec ce que dit Richard, en tout cas, on est rassuré pour 2021. Ah, bah, il n'y a aucun doute. Laurent, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand la CAF a décidé de passer de 16 à 24 équipes, il y avait un cahier de charges. Le Camerounais, ils avaient le front pour ça. Je suis d'accord. Donc, en fait, la CAF n'a pas donné la CAN comme ça. On donne la CAN de l'équipe. Non, ils ont donné les moyens. Ils ont donné les moyens. La CAF a donné les moyens au Cameroun? Oui. Non, je suis désolé. Ils ont donné les moyens, ils ont mis les trucs à disposition. La CAF, moi, je connais un peu le mode de fonctionnement. Quand la CAF te donne quand il t'attribue une compétition, monsieur, la CAF ne te donne rien. Mais tu sais qu'il y aura quelque chose. Non, il n'y aura pas quelque chose. Voilà comment ça se passe. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Non, mais Richard, l'Égypte a organisé la CAN. Oui. En 2019, monsieur, la CAF retrocède à l'État égyptien 15% des revenus de toute la compétition. Il faut faire attention. Parce que, je vais vous prendre un exemple. Il y a le CHAN 2013. Le CHAN 2013 en Côte d'Ivoire, monsieur Issa Yatou est allé voir le président Gbagbo pour lui dire, on va organiser le CHAN chez vous. Gbagbo a dit, oui, monsieur Issa Yatou, c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, nous, on va prendre les moyens de l'État ivoirien pour organiser cette compétition, pour faire rayonner la CAF. Et qu'est-ce que la CAF met en jeu? Qu'est-ce que la CAF nous donne? Monsieur Issa Yatou, il a réfléchi, il s'est dit, mais ça, c'est une question qu'on va me poser plus tard. Parce qu'il faut dire une chose, les États se tuent pour organiser la CAN, mais c'est elle qui dépense. La CAF, c'est un peu comme si j'ai mon anniversaire. Non, je dis à Eve Penaud, j'ai mon anniversaire. La CAF, c'est professionnel. Non. C'est pas un truc d'anniversaire, etc. Non, mais la CAF, les États dépensent plus qu'ils ne gagnent. Ah, c'est fort possible. Non, c'est fort possible, mais ils gagnent quelque chose. Ils gagnent quelque chose parce que quand vous construisez un stade, après la CAN, on ne part pas avec le stade, ça reste dans le pays. Donc il y a une transformation pour le pays, une transformation hôtelière. Il y a beaucoup de choses qui restent dans le pays. Ça donne la possibilité au pays de se développer, mais sincèrement, désormais, la CAF doit penser aussi, elle, à mettre de l'argent dans les compétitions pour aider les nations. Mais si Monsieur Richard, là, on en a pour 2 heures. Oui, donc c'est pour ça que je suis obligé de trancher, parce que malheureusement, on arrive au terme de l'émission. Je veux juste vous poser une dernière question concernant cette CAN 2019 et surtout la CAN 2021. Est-ce que la pire des choses serait que sur la prochaine CAN en 2021, où qu'elle soit faite, où qu'elle soit organisée au Cameroun, on retombe dans les travers d'avant et on perd tout cet élan positif qu'on a eu sur cette CAN en 2019.
Hervé? De toute façon, si ça a Est-ce lieu que au c'est à Cameroun, craindre si ça a lieu au Cameroun, il y aura une passion populaire qui sera beaucoup plus forte que ce qu'on a connu en Égypte. Moi, franchement, j'attends avec impatience cette CAN au Cameroun. J'espère qu'elle aura lieu là-bas. Parce que je peux te rassurer qu'elle aura lieu. Je suis d'une confiance modérée. Pour l'instant, j'attends de voir, parce que déjà, on demandait à ce que le CHAN soit peut-être repoussé au mois de juin et non pas au mois de janvier. Je ne voyais pas l'intérêt, puisque la compétition, elle doit jouer en janvier. Il n'y a pas de raison d'aller la mettre en juin, à une période où il pleut beaucoup au Cameroun, hein, d'ailleurs. Donc ça veut bien dire qu'il y a encore des interrogations et des soucis. En revanche, sur le plan de l'organisation, je pense que maintenant, ça va être un petit peu rodé. Ce qu'il faut, c'est simplement des infrastructures. Et là, je suis un peu d'accord avec la SANA. En fait, si la CAN aura lieu au Cameroun, ça serait bien parce que c'est un pays de fête, de danse. Ça va sentir africain plus que l'Égypte. Quand la CAN est organisée dans des pays comme le Sénégal, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, tout ça, on sent l'engouement populaire, on sent tout ce qui est à côté. Mais sauf que la réalité va nous rattraper que ça serait difficile que la CAN en 2021, ça soit au Cameroun. Richard, si elle n'est pas au Cameroun, la CAN en 2021, vous aimeriez qu'elle se déroule autre? Et vous répondez à ma question, pas d'autre chose. Vous voulez où? Je réponds à ta question, mais je mets un pari. Si la CAN n'est pas au Cameroun en 2021, je reviens sur ce plateau et je ferai tout ce que Laurent me demandera parce que je suis convaincu que cette CAN sera... Pas tout. Bon, pas tout. Oui, mais je ferai tout. Mais je dis cette CAN au Cameroun se fera au Cameroun parce que chez nous, au Cameroun, on ne se fait pas humilier 2 fois. Voilà, on l'espère. Sur ces bonnes paroles de Richard Nahat, je vous retrouve la semaine prochaine, mais surtout, regardez Stade Afrique parce que d'ici la CAN 2021, il va se passer pas mal de choses et on verra ce que Richard fera quand il aura perdu son pari, ou pas. À très bientôt, on se retrouve sur les réseaux sociaux, YouTube, vous le savez. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.